avec en premier lieu des nominations de rapporteurs sur des propositions de résolution européennes. Et donc, conformément à nos pratiques, je vous propose de nommer les auteurs de ces propositions de résolution, soit Pierre-Henri Dumont sur la proposition de résolution européenne qui n'est pas encore déposée, mais qui va bientôt l'être, relative à la proposition de directive visant à instaurer un nouveau statut d'association à but non lucratif transfrontalière. Elsa Fossillon sur la proposition de résolution européenne visant à la création d'une flotte européenne de sauvegarde en mer. Jean-Marc Zulesi sur la proposition de résolution européenne invitant le gouvernement à se prononcer contre les méga-camions et à bâtir une politique de report modal vers le ferroviaire au niveau européen. Et Benjamin Haddad sur la résolution européenne visant à condamner la dérive illibérale du gouvernement géorgien et soutenir le destin de la Géorgie. S'il n'y a pas d'opposition, je vous propose qu'il en soit ainsi. Et j'invite immédiatement Benjamin Haddad à venir à mes côtés pour présenter sa proposition de résolution européenne relative à la Géorgie. Et je salue l'examen de ce texte qui est extrêmement important compte tenu du combat que mènent les Géorgiens pour leur aspiration européenne et le chemin européen qu'ils ont fait le choix d'embrasser. Et donc, l'examen de ce texte et le débat que nous allons avoir aujourd'hui est aussi une forme de soutien très clair au combat que mène le peuple géorgien pour son avenir européen. Cher Benjamin, je vous propose de vous installer et vous avez immédiatement la parole. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Je salue aussi les collègues du Parlement européen qui nous font l'honneur de nous rejoindre aujourd'hui. Une image vaut parfois plus que 1000 mots. Et une image en particulier symbolise le courage et la volonté du peuple géorgien face au recul démocratique et libéral dont il est la victime aujourd'hui. Celle de Nana Malachkia, brandissant un drapeau européen face aux puissants canons à eau de la police anti-émeute. Le mardi 7 mars 2023, à Tbilissi, aucune image n'incarnait mieux l'aspiration des Géorgiens à se battre pour rejoindre l'Union européenne, mais aussi leur rage contre le gouvernement qui menaçait de réduire cet espoir à néant. À Tbilissi, en 2023, en 2024, on se fait tirer dessus parce qu'on brandit un drapeau européen qui est l'aspiration, le symbole d'un avenir meilleur, démocratique, libéral, de l'état de droit, comme à Kiev en 2014, lors de Maïdan. La vaillance du peuple géorgien à l'époque avait fait reculer le parti au pouvoir, première fois, mais le retrait par le parti majoritaire, le rêve géorgien du projet de loi sur l'influence étrangère le 9 mars 2023, n'était qu'un leurre. Le statut de pays candidat à l'Union européenne a été reconnu à la Géorgie en décembre 2023. Il incombe dès lors au gouvernement des responsabilités, celle de mener les réformes nécessaires du système judiciaire, électoral, de renforcer la liberté de la presse ou encore de mettre un terme au pouvoir des oligarques, en particulier de l'oligarque, du monarque Bidzina Ivanishvili. Les instances européennes, malgré la dérive illibérale que nous connaissons, ont accordé ce statut à un pays qui a longtemps été en avance sur l'état de droit et la lutte contre la corruption. Mais l'Union européenne a aussi la responsabilité de hausser le ton si la Géorgie ne se remet pas rapidement dans la voie de la démocratisation, car le processus d'intégration doit être exigeant avec les pays candidats. Une fois la pression populaire internationale retombée après le premier retrait en 2023 et le statut d'État candidat à l'adhésion octroyé par le Conseil européen, le parti Rêve géorgien s'est empressé de déposer à nouveau, en avril 2024, son projet de loi sur l'influence étrangère. Cette loi, calquée sur le modèle russe, a été adoptée en troisième lecture le 14 mai. La présidente géorgienne, Salomé Zourabichvili, élue au suffrage universel direct, a mis son veto il y a quelques jours à cette loi, affirmant, je la cite, qu'elle était russe dans son essence, contredisant clairement la constitution géorgienne. Ce texte, chers collègues, est malheureusement le dernier épisode en date d'une dérive illibérale. Je citerai le projet de révision constitutionnelle contre, je cite, la propagande LGBT, le rejet du contrôle de l'intégrité des juges ou encore l'emprisonnement, nous le savons, dans des conditions intolérables de l'ancien président Saakashvili. Chers collègues, cette dérive
libérale du gouvernement géorgien sous l'influence de Moscou est une double peine pour son peuple qui soutient à plus de 80% l'intégration européenne. Elle le condamne au recul démocratique et elle éloigne tragiquement son espoir européen. Votre soutien, que j'espère unanime, sera un signal fort de la représentation nationale française envers les dizaines de milliers de manifestants pacifiques descendant dans les rues de Tbilissi, défendant les valeurs démocratiques et la destinée européenne de leur pays. Votre vote affirmerait au peuple géorgien le soutien indéfectible de la France quant à ses aspirations européennes légitimes et à son souhait de vivre dans un pays prospère, libre, luttant contre la corruption, protecteur des droits de l'homme et respectueux de l'indépendance des médias. Notre Assemblée suivrait le modèle d'autres assemblées européennes, pas plus tard qu'aujourd'hui, l'Assemblée de Lituanie, qui a fait adopter une résolution du même acabit. Et votre soutien enverrait un message clair au gouvernement géorgien. Le maintien de cette loi altérerait définitivement les progrès démocratiques menés par la Géorgie au cours des 20 dernières années et elle gèlerait fermement toute avancée de cet État dans son processus d'adhésion à l'Union européenne. Alors qu'une nouvelle dynamique d'élargissement est en cours depuis quelques années, l'Ukraine, la Moldavie, les Balkans occidentaux, la Géorgie se condamne à rester au bord du chemin malgré l'aspiration de l'immense majorité de sa population. Chers collègues, le cœur de l'Europe aujourd'hui bat à Tbilissi, comme il battait à Maïdan en 2014, comme il bat toujours en Moldavie. Je compte sur votre soutien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur, pour cette présentation. Nous en venons donc maintenant aux orateurs de groupe, en commençant par Liliana Tanguy pour le groupe Renaissance, et pour 3 minutes. Merci, monsieur le président, monsieur le rapporteur. Alors, vous l'avez dit, depuis le mois d'avril, des manifestations de masse ont lieu dans les rues de Tbilissi pour dire non à un projet de loi controversé sur l'influence étrangère et plus exactement sur les agents étrangers qui constituent une menace directe pour l'état de droit en Géorgie et éloignent le pays de son destin européen. En cause, l'adoption le 14 mai dernier d'une loi par le Parlement géorgien qui, sous couvert de la transparence, oblige les ONG et les médias recevant plus de 20% de leur financement de l'étranger à s'enregistrer en tant qu'organisation poursuivant les intérêts d'une puissance étrangère. Cette loi n'est pas sans rappeler la loi russe sur les agents étrangers de 2012. La réintroduction en 2024 de ce projet de loi, lequel avait déjà provoqué d'importants remous au sein de la société géorgienne lorsque le texte avait été déposé une première fois en 2023, a provoqué des manifestations massives des Géorgiens qui ont été fortement réprimées par les forces de police. L'OTAN, la Commission européenne, l'ONU et le Conseil de l'Europe ont condamné l'initiative du gouvernement géorgien qui met en péril, vous l'avez dit, monsieur le rapporteur, la marche de ce pays vers son adhésion européenne. Pour rappel, la Géorgie a obtenu le statut de candidat en décembre 2023. Notre groupe soutiendra cette proposition de résolution européenne car il souhaite apporter tout son soutien au peuple géorgien qui lutte actuellement en faveur de la démocratie et pour sauver son avenir européen. Nous condamnons le recours à la violence injustifiée des forces de police contre les manifestants et les journalistes et nous voulons rappeler au parti Le Rêve géorgien ses engagements démocratiques en faveur des réformes pour renforcer l'état de droit et les libertés fondamentales en Géorgie. Notre groupe a également souhaité porter un certain nombre d'amendements qui visent à souligner les effets délétères de la loi sur la liberté de la presse et la société civile et rappeler qu'elles contreviennent aux valeurs fondamentales du Conseil de l'Europe et de l'Union européenne. Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Pierrick Berteloot pour le groupe Rassemblement National et pour 3 minutes. J'avais prévu plus, mais bon. Hein ? J'avais 3 minutes. Oh, pardon. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Nous sommes réunis pour échanger sur la proposition de résolution européenne que vous co-présentez. Par cette résolution, vous souhaitez condamner la dérive illibérale du gouvernement géorgien afin de soutenir sa candidature européenne. J'aimerais centrer mon propos sur les conséquences et le véritable sens de votre proposition de résolution. Je me permets de vous rappeler que la Géorgie n'est indépendante que depuis 1918. Auparavant, elle était annexée à la Russie impériale avant de rejoindre l'Union soviétique jusqu'en 1991. Ce pays slave, encerclé par la Russie et la Turquie, a été et est encore un point clé de la géopolitique de l'Est et du Moyen-Orient. D'autant plus que la Géorgie a manifesté son envie de rejoindre l'OTAN et l'Union européenne. Malgré les instabilités du pays, région séparatiste, fort taux de chômage, crise politique, sa candidature pour devenir membre de l'Union européenne est confirmée. Cela même au vu du conflit russo-ukrainien. Dans un même temps,
La candidature de l'Ukraine est également validée. On devine bien que l'Union européenne ne prend pas en compte les intérêts et la paix pour ses membres lors de cette décision. Dans ce même registre, votre proposition de résolution vise à sanctionner la Géorgie par suite de l'adoption d'une loi votée en bonne et due forme et pour la répression des manifestations que vous estimez disproportionnées. Vous exigez que la Géorgie abandonne son projet de loi et se réforme pour lutter contre la corruption afin de conserver sa candidature à l'Union européenne. Le Rassemblement national est opposé à cette résolution et notre délégation européenne ne soutient pas cette proposition. En effet, nous défendons la souveraineté de toutes les nations du monde. Nous ne pouvons adhérer à l'ingérence que vous proposez. D'autant plus que le projet de loi adopté par la Géorgie vise à renforcer la transparence des financements des ONG et médias, chose que le Parlement européen n'a de cesse de réclamer. Au vu de ces éléments, ne pensez-vous pas qu'il est paradoxal d'imposer à un État de se réformer pour lutter contre la corruption, tout en lui demandant de supprimer une loi qui vise à accroître la transparence des financements des ONG et des médias? Vous dénoncez une influence russe derrière le projet de loi de transparence. Or, imposer des réformes et des sanctions à la Géorgie pour la contraindre à adopter un modèle qui vous semble juste ne constitue-t-il pas une ingérence? Dernière question, si la Géorgie ne convient plus aux critères de candidat à l'Union européenne, vous n'y voyez pas là une raison d'abandonner le processus? Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Nathalie Oziol pour le groupe de la France Insoumise et pour 3 minutes. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur, avant de commencer, je voudrais quand même préciser que c'est vendredi 16h qu'on a reçu le changement d'ordre du jour, avant un week-end prolongé, qu'on a reçu le rapport hier soir 20h, les amendements de Madame Le Grip hier soir à 20h également, elle a de la chance, elle a eu le temps de travailler, et que le dernier amendement, on l'a reçu il y a 1 heure. Je me permets juste de dire que c'est compliqué de travailler sur des sujets en plus, je veux dire, on ne traite pas d'affaires internationales et d'un sujet aussi sérieux dans ces conditions, d'autant plus que nous sommes en période électorale. Et le fond de la proposition de résolution confirme ce que je suis en train de dire. Donc cette proposition de résolution européenne, portée par M. Haddad, propose la condamnation de la répression policière des manifestants et la réaffirmation du droit de la population géorgienne à manifester librement, un appel à l'État géorgien à adopter des réformes visant à renforcer l'État de droit et la lutte contre la corruption, la condamnation de la persécution des journalistes et opposants, mais aussi un soutien à l'intégration de la Géorgie en Union européenne, le retrait du projet de loi sur la transparence étrangère, la transparence des ingérences étrangères et l'encouragement au gouvernement géorgien à confirmer sa volonté d'adhésion à l'Union européenne. Autant nous condamnons le traitement des journalistes, des opposants, des manifestants en Géorgie, et nous nous rangeons aux côtés des peuples en lutte, en particulier le peuple géorgien ici. Autant nous ne sommes pas d'accord pour dire aux Géorgiens ce qu'ils doivent faire. C'est quand même votre groupe qui a porté, il n'y a pas si longtemps, une proposition de résolution considérant les ingérences étrangères comme inacceptables. Alors certaines, en particulier, c'était d'ailleurs l'objet de notre critique. Qu'est-ce qu'on est en train de faire là, en fait, si ce n'est de l'ingérence dans la politique géorgienne? Nous ne sommes pas parlementaires géorgiens, nous sommes parlementaires français. Ce que fait cette proposition de résolution, par ailleurs, c'est de laver l'image de dirigeants autoritaires. Par exemple, Mikhail Saakashvili n'est pas un persécuté. Il a été condamné en 2018 par contumace à une peine de 6 ans de prison ferme dans le cadre d'affaires portant sur des abus de pouvoir. Il a été épinglé par Human Rights Watch sur sa façon de traiter les manifestants qu'il réprimait extrêmement brutalement. Et notamment en 2007, il réprimait ainsi les opposants à sa politique. Donc il n'est pas question de nettoyer l'image de ce personnage. On n'est pas d'accord pour s'asseoir sur des principes. Donc d'accord pour soutenir des peuples en lutte pour leur destin quel qu'il soit. Pas pour soutenir des dirigeants contestables. Bon, merci Madame Oziol. Permettez-moi quand même de vous répondre, parce que vous mettez en cause l'organisation des travaux de la Commission. Je voudrais simplement vous rappeler que ce qui a été fait sur la PPRE Géorgie se déroule sur à peu près toutes les PPRE, avec des délais qui sont souvent contraints, que votre groupe a déposé... Il faudrait que je retrouve. Laissez-moi parler, arrêtez de couper la parole à tout le monde en permanence.
que votre groupe a déposé un nombre incalculable de PPRE ces dernières semaines, qu'on a toutes examinées les unes après les autres, les faisant parfois passer avant d'autres groupes qui en avaient déposé précédemment, avec, pour beaucoup d'entre elles, une arrière-pensée électorale. Donc ne venez pas me faire la leçon et ne venez pas faire la leçon à la présidence sur le sens de cette PPRE. Je vous le dis très clairement. Donc n'instillez pas cet esprit de rébellion pour je ne sais quelle raison à cet instant présent sans aucun fondement. Je vous le dis très clairement. La parole est à Sabine Thier pour le groupe démocrate et pour 3 minutes. Merci, Monsieur le Président. Merci, cher collègue Benjamin Haddad, pour la proposition de cette résolution qui vient quand même à un moment où nos démocraties et valeurs sont attaquées de toutes parts. Et cette loi symbolise très clairement la volonté du gouvernement géorgien dirigé par le parti Rêve géorgien d'entraver l'intégration européenne de la Géorgie. C'est donc le symbole d'une Géorgie prise en étau entre les aspirations européennes de ses habitants et la proximité du gouvernement à l'égard de la Russie. Bidzina Ivanichvili, fondateur du parti Rêve géorgien, joue un rôle prépondérant dans la crise politique actuelle. Sa position d'oligarque dominant est incompatible avec les valeurs démocratiques que la Géorgie aspire à adopter. La résolution affirme notre soutien indéfectible au peuple géorgien dans ses aspirations à une intégration européenne, à la lutte contre la corruption et à la protection des droits de l'homme. Nous condamnons fermement l'usage disproportionné de la force contre les manifestants pacifiques. La résolution demande ensuite le retrait de cette loi qui va à l'encontre des valeurs démocratiques de l'Union européenne et compromet le processus d'adhésion de la Géorgie. Les négociations d'adhésion ne doivent pas progresser tant que cette loi est en vigueur et que des réformes essentielles ne sont pas mises en place. Nous appelons à des réformes visant à renforcer l'état de droit, à lutter contre la corruption et à réduire l'influence des oligarques. Donc cette résolution est un message fort en faveur de nos valeurs communes, de démocratie, de liberté et de respect des droits de l'homme. C'est pourquoi le groupe démocrate soutiendra cette résolution. Merci. Merci beaucoup. La parole est à Christophe Plassard pour le groupe Horizon et pour 3 minutes. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Pour faire suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février 2022, la Géorgie a déposé le 3 mars suivant une demande de candidature pour rejoindre l'Union européenne. Après un premier refus, la Commission européenne et les États membres ont finalement remis un avis favorable pour accorder le statut de candidat à la Géorgie, étant donné les circonstances exceptionnelles dans lesquelles la région est plongée. Ce statut de candidat est néanmoins soumis à 9 conditions que la Géorgie devra remplir pour le respect et la promotion de la démocratie, une économie stable et la mise en œuvre des acquis communautaires. Depuis cet avis de la Commission, en date du 8 novembre dernier, force est de constater, malheureusement, que la Géorgie s'est éloignée des standards démocratiques exigés par l'Union. En effet, le 14 mai dernier, le Parlement géorgien a adopté un projet de loi controversé, censé améliorer la transparence et prévenir l'ingérence étrangère. Pourtant, derrière le rideau de ce titre de projet aux apparences louables, on ne peut que constater les marqueurs d'une dérive du régime géorgien. Depuis la présentation de ce projet de loi, qui n'est qu'un calque de la loi russe sur les agents étrangers, des dizaines de journalistes et d'opposants ont reçu des appels de menaces s'ils continuaient à s'opposer à cette loi. La présidente de Géorgie s'est opposée aux dérives illibérales du gouvernement et a été exposée à une procédure de destitution par le Parlement qui a heureusement été repoussée. On ne peut que s'étonner et regretter cette opposition entre, d'une part, les valeurs démocratiques et la liberté d'expression de l'Union européenne, que la Géorgie souhaite rejoindre, et d'autre part, les pratiques de désinformation, de censure et de menaces des opposants de la part du régime géorgien. La réaction de la France et de l'Union européenne doit être claire. La Géorgie ne peut pas demander à rejoindre l'UE pour se protéger de la Russie d'un côté et adopter les mêmes dérives que le Kremlin de l'autre. En tout état de cause, tant que ces dérives du régime géorgien seront observées, les conditions d'adhésion à l'Union ne seront pas remplies. Il faut cependant ne pas oublier le peuple géorgien, première victime de cette dérive, que cette proposition de résolution européenne soutient pleinement. Avec bien sûr tout l'appui du groupe Horizon et apparenté, qui votera donc en faveur de ce texte. Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Anna Pic pour le groupe socialiste et pour 3 minutes. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, chers collègues.
Depuis la guerre de la Russie sur le territoire géorgien en août 2008, qui a entraîné le déploiement permanent de troupes russes en Ossétie du Sud et en Abkhazie, la Géorgie a connu une alternance politique avec les gouvernements Saakashvili, puis ceux conduits depuis 2012 par plusieurs premiers ministres du parti Rêve géorgien, dirigé par l'oligarque Bidzina Ivanishvili. Après l'élection en 2018 de Salomé Sourabichvili à la tête de la présidence géorgienne, celle-ci a appelé en 2022 à l'entrée de la Géorgie dans l'Union européenne jusqu'à obtenir le statut de pays candidat suite à l'approbation du Conseil européen en décembre 2023. Ce bref rappel contextuel nous permet de mieux appréhender la situation politique critique actuellement en cours en Géorgie, laquelle s'est polarisée depuis plusieurs mois maintenant autour d'une loi visant à interdire les influences étrangères calquées sur celles adoptées par la Russie à des fins d'entrave et de poursuite des opposants politiques. Alors qu'une première mouture de cette loi avait été abandonnée en mars 2023 après de nombreuses manifestations publiques, le projet de loi en question a finalement été adopté le 14 mai dernier. Après une multiplication manifeste de discours anti-occidentaux et conspirationnistes de la part de dirigeants politiques géorgiens, le vote de la loi susmentionnée n'a fait que confirmer une dérive du pouvoir géorgien qui va à l'encontre de la demande d'adhésion qui avait été précédemment faite et donc du processus d'adhésion à l'Union européenne. Il a d'ailleurs déclenché de nombreuses manifestations, notamment de la jeunesse, craignant que l'orientation pro-européenne de la Géorgie soit définitivement remise en cause par cette loi liberticide, annonçant un gel des droits démocratiques et un arrêt de l'application non équivoque des droits fondamentaux. Il nous faut désormais agir sans naïveté et avec lucidité pour prévenir les dérives du pouvoir géorgien, lutter contre l'influence russe sur ses frontières extérieures et garantir le soutien de l'Union européenne à une population qui se mobilise pour sa liberté, le destin qu'il pensait s'être choisi et contre un gouvernement qui réprime. Après la Crimée et l'Ukraine, c'est au tour de la Géorgie d'être menacée par le projet politique porté par Vladimir Poutine, celui d'un impérialisme nostalgique d'une grandeur passée, incarné par l'ex-Union soviétique et voyant une haine désormais devenue son leitmotiv au modèle occidental. Les prochaines semaines seront sans aucun doute cruciales pour déterminer le destin politique de la Géorgie et éviter qu'elle ne sombre irrémédiablement dans un système illibéral, antidémocratique, usant d'une politique répressive. À cet égard, la suppression de la loi sur les ingérences étrangères nous paraît être une condition sine qua non pour répondre aux aspirations d'adhésion et de maintenir ce processus d'adhésion à l'Union européenne. Il en va de même de la libération de tous les prisonniers politiques et de l'arrêt de la répression des manifestants. Et le groupe socialiste votera donc dans cette résolution dont les objectifs correspondent à notre vision de la situation politique actuelle et au respect du processus d'adhésion à l'Union européenne. Merci beaucoup. La parole est à Nicolas Sansu pour le groupe GDR. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, ce rapport d'information visant à condamner la dérive illibérale et cette proposition de résolution du gouvernement géorgien et à soutenir le destin européen de la Géorgie tombe à point nommé, si je puis dire, eu égard à l'actualité au sein de ce pays. Je ne reviens pas sur les événements depuis 1992, 2012, 2023 qui ont mené à cette situation. En premier lieu, au nom du groupe GDR, je tiens à rappeler que nous avons toujours soutenu la liberté d'expression, les droits de tous les citoyens, le respect de la liberté de la presse et d'informer. Tout ce qui a pu être mis en péril par le parti au pouvoir depuis quelque temps, le Rêve géorgien. Pourtant, la présidente appartient aussi à ce parti au départ. Donc, le Rêve géorgien de l'oligarque Bidzina Ivanishvili. Ces agissements de la part du pouvoir parlementaire géorgien, le Parlement ayant le réel pouvoir, contreviennent aux principes fondamentaux de l'engagement au sein de l'Union européenne. Notre boussole ne peut pas être uniquement l'intégration dans l'OTAN et dans l'Union européenne comme réponse aux offensives de la Russie de Poutine visant à élargir sa zone d'influence par la guerre comme en Ukraine ou par la pression comme en Géorgie. Nos imprécations seraient pourtant de peu de poids face aujourd'hui à la réalité politique et économique, avec notamment des échanges entre Russie et Géorgie qui ont repris beaucoup de vigueur. Évidemment, dans ce cadre, nous ne pouvons que comprendre la volonté de cette résolution à condamner les reculs démocratiques et les reculs de la liberté. Alors je vois un petit hiatus, monsieur le rapporteur, mais vous allez m'expliquer, entre la volonté affirmée, en tout cas, que vous estimez comme telle du peuple géorgien à l'entrée dans l'Union européenne et des résultats électoraux qui remettent en cause cette volonté. Et donc, évidemment, je ne connais pas les conditions d'exercice de ces élections, mais vous allez bien sûr nous les expliciter, je n'en doute pas. Et si nous partageons la lutte contre les dérives illibérales et la lutte pour la libération de tous les prisonniers politiques, votre dogme qui vise à élargir l'Union européenne coûte que coûte est là une erreur. Merci beaucoup. Nous en avons fini avec les orateurs de groupe et je passe la parole à Thierry Mariani.
Merci d'abord, merci de m'accueillir dans cette commission où j'ai eu l'honneur de siéger il y a une certaine époque pendant 10 ans. Ma question s'adresse au rapporteur. Le président Saakashvili est à l'heure actuelle en prison pour une période de 8 ou 10 ans, si ma mémoire est bonne. Quel est le motif? Parce que si ma mémoire est bonne, c'était pour mauvais traitement des prisonniers à l'époque où il était président, et en aucun cas pour des motifs politiques liés à l'actualité. Et deuxième question, vous affirmez, comme d'ailleurs beaucoup de médias, que 80% des Géorgiens sont favorables à l'entrée dans l'Union européenne. D'où vous sortez ce chiffre? Voilà, merci en tout cas de m'avoir donné la parole, Monsieur le Président. Merci. Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président, et merci à la présidence, parce que je voudrais commencer en ces termes, mais peut-être répondre à notre collègue Oziol de la France Insoumise. Je crois qu'il est bienvenu que nous puissions réagir dans l'urgence à l'actualité, quand on a un message à envoyer, que ce soit à la Commission européenne, aux Géorgiens et aux autres parlements européens, que nous puissions le faire rapidement. Je crois que ça a été le cas de votre groupe à de nombreuses reprises ces derniers mois, puisqu'il y a une présence disproportionnée de résolutions de la France Insoumise, et tant mieux, parce que vous faites vivre le débat au sein de notre Commission européenne, donc je ne le critique en aucun cas. Mais c'est vrai que si on compare aux résolutions qui arrivent en séance, avec souvent quelques mois de décalage qu'on peut regretter, il est bienvenu que notre Commission des affaires européennes, à l'inverse, soit si réactive pour pouvoir coller au débat d'actualité. Et je crois d'ailleurs que c'est le cas, dans une certaine mesure, au Parlement européen, y compris d'ailleurs pour les résolutions en séance, dont on pourrait s'inspirer. Quelques points sur lesquels je voudrais réagir. Monsieur Berthelot, je n'ai pas très bien compris dans votre intervention si vous étiez opposé à la résolution parce que vous soutenez les mesures qui sont prises par le gouvernement géorgien, et donc que vous opposez à la condamnation de la dérive illibérale du gouvernement géorgien, ou si vous vous opposez au processus d'adhésion de la Géorgie à l'Union européenne. Mais les deux, naturellement, sont liés. Notre légitimité aujourd'hui, aussi bien au sein de la Commission des affaires européennes que Parlement français, à venir tenir un propos sur la dérive illibérale du gouvernement géorgien, est précisément liée au fait que ce gouvernement a fait le choix, soutenu par sa population, de se tourner vers l'Union européenne, de demander la candidature, et bien sûr les prochaines étapes, la prochaine qui pourrait être l'ouverture des négociations d'adhésion. Et ça ne donne pas un blanc-seing à ce que fait ce gouvernement. Au contraire, ça nous donne une responsabilité à nous d'exiger les mesures, l'acquis communautaire, les 9 critères, comme l'a rappelé notre collègue Plassard, et à ce moment-là d'être assez exigeant. Et donc vous me posez la question, moi je vous réponds très simplement, est-ce qu'il faut suspendre ou annuler ce processus d'adhésion si la Géorgie continue dans cette dérive? Je pense qu'à minima, il faut effectivement le suspendre et ne pas ouvrir les prochaines étapes de ce processus. Donc c'est une logique très simple. Et d'ailleurs, pour répondre à votre remarque, monsieur Sansu, je ne crois en aucun cas, et je ne dis pas que l'adhésion à l'Union européenne ou à l'OTAN, même si ce n'est pas l'objet ici, est la seule réponse aux velléités russes géopolitiques. C'est un projet aussi démocratique, c'est un projet culturel, il y a énormément de dimensions. Mais encore une fois, à partir du moment où ce processus est existant et il a été demandé par ce gouvernement, eh bien ça, effectivement, ça nous donne aussi des responsabilités et des droits d'exiger des choses de la part de ce gouvernement, en particulier en matière de respect de l'état de droit et de la démocratie. Vous me posez la question sur le rêve géorgien et les résultats des élections. Alors, je crois qu'il y a plusieurs choses. Il y a effectivement un rejet des gouvernements précédents, en particulier celui de M. Saakashvili, et je précise que moi, je ne défends pas le bilan de M. Saakashvili dans cette résolution, et je ne parle même pas des motifs de son emprisonnement. Je parle des conditions d'emprisonnement. Et aujourd'hui, il y a des conditions d'emprisonnement. Il suffit de voir d'ailleurs le visage de M. Saakashvili pour savoir que les conditions d'emprisonnement de cet ancien président sont indignes et ont été condamnées par telles par de nombreuses organisations des droits de l'homme. Mais pour répondre à vos questions, donc je crois qu'il y a effectivement un rejet du bilan du gouvernement précédent. Il y a des divisions aussi des groupes d'opposition. Mais la réponse la plus simple à votre question, c'est que le rêve géorgien est aussi favorable officiellement à l'adhésion à l'Union européenne. Il a aussi fait campagne dessus. C'est lui qui a été candidat à l'Union européenne. Et la Commission européenne, soutenue par les États membres, a fait le choix de reconnaître le statut de candidat, malgré des dérives, mais aussi pour utiliser ce statut de candidat comme un levier et imposer une conditionnalité au gouvernement, et notamment les critères en matière d'état de droit. Bon, ce choix a fait l'objet d'un débat l'an dernier, mais ça nous donne effectivement des leviers. Mais moi, je considère qu'il ne faut pas aller plus avant dans ce processus,
si ce gouvernement ne prend pas des engagements clairs. Je voudrais remercier Madame Pic d'avoir mentionné, parce que je ne l'ai pas fait, je le fais dans l'exposé des motifs, je ne l'ai pas fait dans mon introduction, de rappeler aussi le contexte historique de la guerre de 2008 et de l'occupation aujourd'hui de près de 20% du territoire géorgien par la Russie, qui est effectivement une épée de Damoclès permanente sur cette jeune démocratie. Et je ne sais pas s'il y avait d'autres points auxquels répondre, mais je crois que c'est tout. Merci, Monsieur le Président. Bien, je vous propose qu'on passe à l'examen des amendements, en commençant par l'amendement numéro 1, défendu par Madame Tanguy. Merci, Monsieur le Président. Cet amendement vise à, après les mots d'influence étrangère, ajouter les mots dites loi sur les agents étrangers, inspirés de la loi fédérale russe sur les agents étrangers. La raison en est que le projet de loi géorgien de son nom officiel, loi sur la transparence de l'influence étrangère, a d'abord été introduit au printemps 2023, comme je l'ai dit tout à l'heure, puis retiré. Donc, et réintroduit. Donc la proposition de loi est en de très nombreux points similaires à la loi fédérale russe sur les agents étrangers introduite en 2012. Et donc l'une des similarités entre les lois russes et géorgiennes étant l'intention de caractériser toute organisation non gouvernementale ou média comme agent d'influence étrangère si elle obtient plus de 20% de ses fonds de source étrangère. Cet amendement propose donc un ajout de texte permettant de faire apparaître ce caractère sous-jacent de la loi et de son inspiration. Merci. Votre avis, Monsieur le rapporteur? Alors, demande de modification, pas de problème avec la modification, mais on le mettrait plutôt, je pense, à l'alinéa 11, puisque, pour être précis, l'alinéa 4, ce n'est pas moi qui ai rédigé en tant que tel, c'est le titre de la déclaration du haut représentant et du commissaire au voisinage. Donc, je ne veux pas modifier le titre de cette déclaration, puisque c'est celle du haut représentant, mais en effet, je pense que c'est une modification utile qu'on peut mettre un peu plus tard dans le texte, donc à l'alinéa 11 par exemple. Est-ce que vous en êtes d'accord, Madame Tanguy? Oui, je suis d'accord, c'est très judicieux. Donc, je mets donc aux voix cet amendement ainsi rectifié par le rapporteur, qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Amendement numéro 2, Madame Tanguy. Cet amendement que je propose avec mes collègues vise à mentionner que le président de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a demandé un avis urgent de la Commission européenne pour la démocratie par le droit, appelée Commission de Venise, comme l'article 14A de son règlement le lui autorise, et dans le but de veiller à la conformité du projet de loi donc vis-à-vis des principes démocratiques. Donc, moi, je souhaite que ce soit mentionné parce que cet avis a été rendu pas plus tard qu'hier soir. Et donc, il me semble important, vu que sa conclusion est sans appel, elle demande elle recommande que la loi soit abrogée dans sa forme actuelle, considérant qu'elle ne répond pas aux normes européennes en matière de liberté d'association et d'expression, de droit à la vie privée, à participer aux affaires publiques et d'interdiction de discrimination, et qu'elle nuit à la tenue d'un débat public ouvert et informé, au pluralisme et à la démocratie. Merci beaucoup. Votre avis, Monsieur le rapporteur? Alors, je vais vous demander, je vais vous proposer une nouvelle rédaction, puisque même si on travaille dans l'urgence, l'actualité a déjà bousculé la rédaction de cet amendement. Je crois que c'est extrêmement utile, Madame Tanguy, de rappeler, comme vous le faites, l'avis de la Commission de Venise, la Commission européenne pour la démocratie par le droit. Mais l'avis, en effet, comme vous l'avez mentionné, a déjà été rendu hier soir et demande en effet le retrait de la loi. Donc, je vous ai proposé une nouvelle rédaction, mais qui va vraiment dans le sens de ce que vous voulez rajouter. Donc, vu l'avis urgent sur la loi sur la transparence de l'influence étrangère, rendu par la Commission européenne pour la démocratie par le droit, Commission de Venise, le 21 mai 2024. Bien. Je mets au... Allez-y, Madame Tanguy. Oui, je suis d'accord, d'autant plus qu'en tant que membre de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, je vais proposer une déclaration écrite qui va en ce sens pour la prochaine session de la PCE. Merci beaucoup. Je propose de mettre au voie cet amendement qui a reçu, ainsi modifié, qui a reçu un avis favorable du rapporteur, qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Amendement numéro 7, Monsieur le rapporteur.
qui est à part sur votre table. Donc je vous propose après l'alinéa 9 d'insérer l'alinéa suivant, considérant que la présidente de la Géorgie a opposé son veto au texte adopté par le Parlement le 18 mai 2024. Je crois que ça donne un élément de contexte important. Je précise que ce veto peut à son tour être contourné par la majorité des parlementaires géorgiens, donc il ne met pas fin au processus législatif. Bien, je mets aux voix cet amendement. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Amendement numéro 3, Madame Tanguy. Oui, c'est un amendement qui vise à mentionner que les arrestations arbitraires et abusives, ainsi que les tentatives d'intimidation massive qui ont eu lieu en Géorgie, caractérisent en fait une répression violente des forces de l'ordre et des forces de sécurité officielles. Et nous avons de nombreux témoignages et des vidéos à l'appui concernant ces agissements. Et donc, nous souhaitons, après le mot manifestation, ajouter les mots arrestation arbitraire ainsi que les tentatives d'intimidation et de harcèlement de masse à l'encontre des opposants et des représentants de la société civile. Merci. Merci. Votre avis, monsieur le rapporteur? Avis favorable. Je mets donc aux voix cet amendement qui a reçu un avis favorable du rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Amendement numéro 4, Madame Tanguy. Je vérifiais juste si c'était le bon amendement. Alors effectivement, c'est un amendement que je proposais qui vise à prendre en compte les recommandations du Conseil de l'Europe. Comme je le disais tout à l'heure, le Conseil de l'Europe a demandé un avis urgent à la Commission de Venise et la nécessité de favoriser la mise en place des standards et des bonnes pratiques au sein des pays membres du Conseil de l'Europe. Et donc c'est la raison pour laquelle je pense qu'il faudrait ajouter un alinéa qui demande que le Parlement géorgien se conforme aux recommandations qui accompagnent l'avis urgent de la Commission de Venise, qui a été rendu justement hier soir. Merci beaucoup. Votre avis, monsieur le rapporteur? Alors, avis favorable, il faudra juste modifier, je crois, le terme exiger et le remplacer par demander, parce que je crois qu'une proposition de résolution ne peut pas exiger quelque chose d'un Parlement étranger. Merci. Je mets donc aux voix cet amendement ainsi. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, je suis entièrement d'accord parce qu'en fait, c'était pour pas répéter demande, mais vous avez tout à fait raison. Merci. Je mets donc aux voix cet amendement ainsi modifié. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Amendement numéro 5, Madame Tanguy. Cet amendement vise à ajouter à l'alinéa 18 la mention demande à la Commission européenne de présenter une évaluation intermédiaire des progrès réalisés par la Géorgie dans l'accomplissement des 9 mesures qui ont été évoquées tout à l'heure. Cela s'inscrit dans le cadre du programme paquet élargissement. La Commission européenne procède à des rapports annuels et individualisés des pays qui sont impliqués dans le processus d'élargissement de l'Union européenne. Et cet amendement demande la publication d'une évaluation intermédiaire spécifiquement centrée sur la Géorgie et les 9 mesures qui ont été préalablement identifiées, et ce, le plus rapidement possible. Merci. Votre avis, monsieur le rapporteur? Avis favorable. Très bien. Je mets donc aux voix cet amendement qui a reçu un avis favorable du rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Amendement numéro 6, Madame Tanguy. Donc, l'amendement numéro 6 vise à ajouter la mention demande à la Commission européenne de présenter une évaluation intermédiaire des progrès réalisés par la Géorgie dans l'accomplissement des 9 mesures. Donc, c'est celle que j'ai défendue tout à l'heure. Ah, il y a une interversion. Désolée. Donc il faut voter cet amendement. Monsieur le rapporteur.
Bon, ça tombe bien, j'étais favorable aux deux. On voit cet amendement. Je mets donc on voit cet amendement qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Il n'y a plus de demande d'amendement. Je mets donc aux voix l'article unique de la proposition de résolution ainsi modifiée, qui est pour, qui est contre. L'article unique est adopté. Et donc, monsieur le rapporteur, vous pouvez dire un mot si vous le souhaitez, bien sûr. Juste rapidement remercier les collègues pour l'adoption de ce texte. Je voudrais remercier en particulier les collègues des groupes Renaissance, Horizon, Modem et LR qui sont co-signataires de ce texte. Le soutien aussi des groupes socialistes. On a échangé aussi avec des collègues Verts, Benjamin Lucas, le président du groupe d'amitié France-Géorgie, et en particulier les collègues Liliane Tanguy et Constance Le Grip qui ont travaillé sur ce texte par les amendements que nous avons adoptés. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous, monsieur le rapporteur, pour votre travail et l'adoption de ce texte qui est un texte important et qui envoie un message, je crois, puissant au peuple géorgien dans son aspiration européenne. Et vous le disiez très justement, à Tbilissi bat le cœur de l'Europe. Et donc le vote de ce jour est important. Le texte sera renvoyé devant la Commission des Affaires étrangères et je souhaite qu'il puisse s'en saisir rapidement pour que nous puissions faire prospérer ce texte. Et nous enverrons évidemment le vote de ce jour à nos partenaires européens pour qu'ils en aient connaissance. Nous passons au point suivant de l'ordre du jour qui est... Merci à toi. Qui est le rapport sur la souveraineté industrielle. Et j'invite les collègues Ménache et Masseglia à bien vouloir nous rejoindre. Bien, mes chers collègues, merci. Je vous propose de démarrer tout de suite. Et je crois que c'est vous, chers collègues Masseglia, qui allez commencer. Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président de me laisser la parole sur ce rapport ô combien important qui concerne la souveraineté industrielle européenne. Je vous propose qu'on alterne avec ma co-rapporteure et moi pour la présentation. Et je vous propose, si vous êtes d'accord ou même si vous n'êtes pas d'accord, en fait, c'est comme ça que je vais faire, de commencer par un constat général. La crise du Covid, le déclenchement de la guerre en Ukraine et les tensions commerciales avec les États-Unis et la Chine ont démontré la nécessité pour l'Union européenne de s'émanciper de ses dépendances dans des secteurs stratégiques. Comme l'a déclaré au rapporteur un des experts auditionnés, l'Europe ne peut pas rester herbivore dans un monde de carnivores. L'Europe ne peut pas rester herbivore dans un monde de carnivores. C'est ce que j'entends par le concept de souveraineté industrielle européenne. La nécessité pour l'Union de promouvoir une véritable stratégie industrielle commune et de créer les conditions de son autonomie stratégique dans un certain nombre de filières clés. Ma co-rapporteure, malheureusement, vous dira ce qu'elle pense de ce concept. Quand je dis malheureusement, c'est parce qu'elle n'est pas d'accord avec moi, car elle n'en a pas du tout la même appréciation positive, et c'est bien dommage. Je me félicite toutefois que malgré nos différences d'approche, nous ayons pu travailler en commun à un rapport qui fait de nombreuses recommandations. Merci, cher co-rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Donc, je prends tout de suite la parole pour vous dire que ce concept de souveraineté industrielle européenne me paraît, et c'est ce que beaucoup de personnes que nous avons auditionnées ont indiqué également, comme un concept incertain et très difficile à définir. Comme le disait Albert Camus, mal nommer les choses, c'est ajouter encore au désordre du monde. Entendons-nous bien, je n'exclus pas un recours complémentaire à des mécanismes européens pour soutenir le développement de l'activité industrielle. C'est à ce titre que j'ai pleinement joué le jeu de ce rapport en contribuant à notre réflexion commune sur les moyens d'améliorer l'efficacité de ces mécanismes.
Mais ma conviction est que les dispositifs européens de soutien à la reconquête d'une autonomie stratégique européenne dans un certain nombre de filières doivent être envisagés selon des moyens respectueux du principe de subsidiarité. Je poursuis sur quelques éléments généraux de constat. Comme vous le savez, l'ouverture au commerce international a été un des facteurs de la désindustrialisation des économies observables dans l'ensemble de l'Union et particulièrement marquée en France. La part de l'industrie dans le produit intérieur brut français est passée depuis 1990 de 25% à 13,5%. Cette part étant de 25,5% en Allemagne et de 19,5% du PIB en Italie. Ce phénomène est imputable à deux principaux facteurs. Le premier est la montée en puissance du secteur des services dans l'économie, due elle-même à l'évolution de la demande des ménages, à la diminution du prix relatif des biens industriels sous l'effet des gains de productivité et à l'externalisation croissante des activités industrielles auprès des prestataires de services. Le second facteur est la mondialisation des chaînes de valeur qui encourage des stratégies de délocalisation et entraîne la fermeture de sites sur le territoire national. Cette mondialisation expose également l'Union européenne à des risques de rupture d'approvisionnement mis en valeur par la guerre en Ukraine et la crise sanitaire. Selon certaines études, la vulnérabilité de l'approvisionnement français serait proche de la moyenne européenne. Sur 9 334 produits étudiés importés en France, 644, soit environ 7%, seraient vulnérables car majoritairement produits hors de l'Union et concentrés dans un faible nombre de pays fournisseurs. C'est le cas de certains équipements médicaux, des puces électroniques par exemple, de 80% des principes actifs de médicaments. Dans un tel contexte, l'Europe s'adapte difficilement à l'intensification de la compétition économique mondiale. Face au lancement de l'Inflation Reduction Act et du plan décennal Made in China 2025, l'Union privilégie par peur des représailles une politique de réduction des risques plutôt qu'une stratégie offensive, ce qui est bien dommage. Elle continue à compter sur l'ouverture des marchés pour inciter les entreprises à réduire leurs prix et à innover. Malgré le blocage persistant de l'OMC, elle reste attachée au cadre commercial multilatéral. Par rapport à ce constat, je souhaiterais juste faire remarquer qu'une création nette d'emplois industriels a été constatée en 2023 pour la première fois en France depuis les années 2000. La France se réindustrialise. Je voudrais également indiquer que face aux limites du doux commerce, l'Union européenne est en train d'accomplir ce que certains experts désignent comme une révolution copernicienne. En témoigne, sous l'influence de la France, la consécration du concept d'autonomie stratégique ouverte, qui est une formulation de compromis entre la France et les membres de tradition libérale. L'adoption d'instruments visant à assurer une réciprocité dans les marchés publics et à protéger le marché intérieur. Il convient néanmoins d'utiliser ces outils de façon moins timorée. L'Union européenne recourt presque 5 fois moins que les États-Unis aux instruments de défense commerciale. À cette fin, nous recommandons d'abaisser le seuil des marchés publics déclenchant la mise en œuvre du nouvel instrument de réciprocité des marchés publics et, dans ce cadre, d'autoriser les États à prendre des mesures nationales de rétorsion. Pour ne pas pénaliser les entreprises industrielles produisant dans l'Union européenne, nous appelons également à étendre, d'ici à 2026, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, MACF, à certains produits finis exposés à un risque de fuite de carbone. Nous estimons également nécessaire de reporter à 2033 l'extinction des quotas gratuits tant qu'une évaluation des effets du MACF n'aura pas été faite. Il importe également de rééquilibrer politique de concurrence et politique industrielle afin que l'Union ne privilégie plus l'intégration de son marché intérieur par rapport à la constitution de groupes industriels de dimension mondiale. Ainsi, nous proposons que l'analyse par la Commission des projets de fusion d'entreprises tienne compte des éventuelles aides publiques déloyales reçues par des concurrents potentiels. Nous demandons également
que cette analyse de la Commission s'inscrive dans un horizon temporel suffisamment long pour que soit prise en compte l'entrée sur le marché d'un concurrent potentiel. S'agissant des projets importants d'intérêt européen commun, plus connus sous l'acronyme PIEC, il s'agit d'un dispositif utile qui permet aux États membres de subventionner certains projets industriels par dérogation aux règles encadrant les aides d'État. Mais les délais d'instruction, malheureusement, sont beaucoup trop longs et il convient de les réduire. Un autre progrès a été l'adoption en fin de législature de 2 règlements visant l'un à simplifier le cadre réglementaire pour la production de technologies stratégiques zéro émission nette, NZIA, l'autre à favoriser le développement sur le territoire européen d'un écosystème industriel dédié aux matières premières critiques, CMR-CA. Sur ces 2 textes, nous avons présenté diverses préconisations comme l'inclusion de la filière nucléaire dans la liste des technologies stratégiques, une augmentation du différentiel maximal des coûts afin de favoriser les opérateurs européens dans la passation des marchés, et une mise à jour régulière de la liste des matières premières stratégiques. Je regrette toutefois que la mise en œuvre du règlement NZIA ne s'appuie pas sur un financement européen conséquent. La plateforme STEP, destinée à financer le soutien aux technologies zéro net, est d'un montant réduit. À défaut, nous appelons à minima à identifier les financements et rationaliser les programmes susceptibles d'être mobilisés dans le cadre du programme STEP. La seconde partie de ce rapport est consacrée à un plan d'action pour une souveraineté industrielle européenne respectueuse des souverainetés nationales. En premier lieu, l'Union européenne doit sécuriser ses approvisionnements stratégiques en nouant des partenariats internationaux avec les pays producteurs afin d'assurer la résilience des approvisionnements européens tout en promouvant des normes environnementales et sociales élevées. Par ailleurs, les secteurs stratégiques doivent être protégés face aux prises de participation hostiles et aux fuites de technologies, notamment par rapport au cyberespace et à la cybersécurité, secteur sur lequel la France et l'Europe sont particulièrement menacées par de grandes puissances économiques mondiales. Nous recommandons que l'ensemble des États membres se dotent, sur le modèle français, de mécanismes de filtrage des investissements directs étrangers. Il apparaît indispensable également que le contrôle européen sur les exportations de biens et technologies à double usage soit renforcé. Nous appelons également au lancement d'une réflexion sur la mise en place d'un instrument de contrôle des investissements sortants dans des domaines sensibles et stratégiques. Un point d'inquiétude majeur est celui de l'extraterritorialité du droit pratiqué par les pays tiers, principalement les États-Unis. Les entreprises européennes, notamment celles produisant des technologies stratégiques, sont en effet exposées à des sanctions extraterritoriales qui constituent des interférences injustifiées et contraires au droit international. La création d'un bureau européen de coordination contre la coercition permettrait aux entreprises européennes d'être accompagnées lorsqu'elles doivent négocier avec des pays tiers. Parmi les sanctions qui pourraient être envisagées contre l'application des pays hors de l'Union européenne, de mesures d'extraterritorialité de leurs droits, la mise en place d'un instrument européen de défense collective prévoyant l'adoption de contre-mesures peut être envisagée. Pour des raisons démocratiques, le recours à une procédure d'adoption à la majorité qualifiée pose problème. Nous pensons également que la législation européenne doit être plus performante et réduire son impact sur l'industrie. Les entreprises européennes font en effet face à une inflation normative qui nuit à leur compétitivité. Par exemple, on peut rappeler que 502 obligations et 3670 pages de réglementation sur les entreprises sont sorties des bureaux de la Commission européenne du Parlement depuis 2017. Nous recommandons que les tests de compétitivité introduits par la Commission européenne en 2023 pour les actes législatifs soient renforcés. J'insiste particulièrement sur la nécessité que les propositions législatives européennes soient accompagnées de véritables études d'impact. Ce n'était pas le cas du règlement NZIA et cela n'a pas été acceptable. La Commission européenne a lancé enfin une approche dite un ajout, un retrait. Sur le papier, l'idée est intéressante.
Il s'agit de compenser les nouvelles charges induites par des normes européennes, par le retrait d'anciennes. Mais cette démarche ne débouche sur rien de concret et nous appelons donc à ce que cette approche soit précisée et renforcée. Ce choc de compétitivité passe également par une protection de l'industrie européenne face à la volatilité des prix de l'électricité qui peuvent atteindre des niveaux très élevés en période de crise. Sous l'impulsion de la France, du président de la République, une réforme du marché de l'électricité a été adoptée au niveau de l'Union qui a permis d'aboutir à 2 objectifs évoqués dans le rapport. Le développement du marché de long terme de l'électricité par la conclusion de contrats d'approvisionnement qui protègent les consommateurs industriels de la volatilité des prix sur le marché spot, et la conclusion de partenariats industriels entre le producteur d'électricité et les consommateurs pour permettre à ces derniers de bénéficier d'un prix fixe pour une période déterminée contractuellement. Enfin, nous appelons à une mobilisation efficace des financements publics et privés au bénéfice de l'innovation industrielle et des secteurs stratégiques. Si l'Union européenne est un colosse scientifique, elle sous-investit dans la recherche et l'innovation par rapport à ses concurrents. L'intensité des investissements de l'Union en recherche et développement est passée de 1,8 à 2,3% du PIB sur la période 2000-2020, mais reste très loin des objectifs de 3%. Cet effort d'ailleurs reste sensiblement inférieur à celui recensé en 2021 aux États-Unis, à savoir 3,5%, au Japon 3,37% ou encore et surtout en Corée du Sud avec 4,8%. Je soutiens ainsi l'établissement d'un guichet unique des dispositifs européens de financement de l'innovation. Il conviendrait également de relancer le projet d'une infrastructure européenne du cloud afin de construire une alternative crédible pour l'hébergement des données des entreprises de l'Union. De même, je crois indispensable la création d'un fonds de souveraineté européen qui serait alimenté par de nouvelles ressources propres. Avant de laisser la parole à ma co-rapporteure qui ne partage pas entièrement ses points de vue, pas encore, j'espère qu'elle va changer d'avis, je souhaiterais simplement conclure mon propos par l'importance de mettre en place une stratégie de réciprocité. À l'inverse du protectionnisme qui consiste à créer des règles spécifiques pour protéger ces entreprises, la réciprocité consiste à dupliquer les règles d'accès au marché public et de subventionnement mises en œuvre par d'autres pays. En somme, un système plus sain, plus vertueux. Merci, cher co-rapporteur. Non, effectivement, je pense que nous ne serons jamais d'accord sur ces points. En effet, je considère que l'établissement d'un guichet unique comporte le risque d'une trop forte concentration des décisions et que les dispositifs européens de financement de l'innovation doivent être un recours seulement complémentaire aux dispositifs nationaux. Les nations membres de l'Union européenne, et la France en particulier, souffrent d'un regrettable autoritarisme économique. Je tiens à insister sur la préoccupation majeure pour l'industrie française et européenne que représente la prolifération, la juxtaposition et la surtransposition d'un nombre toujours plus croissant de normes en tout genre. Entre 2017 et 2022, les entreprises françaises ont dû digérer chaque mois, en moyenne, plus de 7 nouvelles obligations et 51 pages de réglementation. Cette inflation est un facteur d'affaiblissement de l'industrie. Dans un contexte de concurrence déloyale et d'importation de produits venant de pays hors Union européenne qui ne sont pas tenus aux mêmes normes. J'estime aussi que la politique de soutien aux industries doit privilégier l'échelon national. C'est en France que doit être constitué un véritable fonds souverain pour contribuer au financement de la transition écologique. Au niveau européen, la priorité devrait être plutôt d'assouplir l'encadrement du régime des aides d'État. Enfin, je ne suis pas hostile au projet d'un cloud européen, mais je considère qu'un préalable doit être la recherche d'une souveraineté nationale dans ce domaine et qu'il importe de respecter les priorités des États membres. Je vous remercie. Merci à tous les deux pour votre présentation. Et j'en viens maintenant aux orateurs de groupe, en commençant par Stéphane Buchou pour le groupe Renaissance et pour 3 minutes.
Merci, Monsieur le Président. Madame la rapporteure, Monsieur le rapporteur, c'est mieux ? Oui, c'est mieux comme ça. Chers collègues, il n'y a plus de son. Alors c'est bon. Donc je recommence. Merci Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Au nom du groupe Renaissance, permettez-moi tout d'abord de vous remercier pour le travail que vous avez réalisé, et en particulier pour la qualité de votre rapport et de votre présentation. La seule voie qui assure notre avenir, c'est la refondation d'une Europe souveraine. Tels étaient les mots du président de la République en 2017 à la Sorbonne. 8 ans plus tard, dans les mêmes lieux, dans son discours sur l'Europe le 25 avril dernier, le président de la République exhortait à accélérer sur la puissance, notamment en bâtissant une Europe de la prospérité. La politique industrielle, disait-il, en est un jalon clé. La pandémie du Covid-19, l'invasion russe en Ukraine nous ont rappelé à la fois nos interdépendances et nos vulnérabilités. La communication du 5 mai 2021, centrée sur l'objectif d'autonomie stratégique, dressait une liste de 137 produits pour lesquels l'Union était en situation de forte dépendance. Elle identifiait 6 domaines stratégiques, dont les matières premières, les batteries ou encore les semi-conducteurs. Depuis, un règlement sur les semi-conducteurs et une réglementation sur les matières critiques ont été adoptés. Madame la rapporteure, Monsieur le rapporteur, dans un contexte d'intensification de la compétition économique mondiale, avec le lancement de l'Inflation Reduction Act et du plan décennal Made in China 2025, l'Europe doit nécessairement s'adapter. Vous l'avez dit. Elle doit le faire de manière plus offensive, tout en trouvant le juste équilibre entre l'attachement à un cadre commercial multilatéral et l'adoption d'instruments visant à assurer une réciprocité dans les marchés publics et à mieux protéger le marché intérieur. Vous proposez dans votre rapport un plan d'action pour une souveraineté européenne respectueuse des spécificités nationales. Il s'agit ainsi de 25 propositions articulées autour de la sécurisation de nos approvisionnements stratégiques en nouant des partenariats sûrs et durables, de la lutte contre l'extraterritorialité du droit pratiqué par les pays tiers, du déclenchement d'un véritable choc de compétitivité en faveur de l'industrie européenne, ou encore d'une mobilisation efficace des financements publics et privés au bénéfice de l'innovation industrielle des secteurs stratégiques. À ce sujet, je souhaitais tout d'abord vous interroger sur les alliances industrielles dans les domaines stratégiques. Nouvelle forme de partenariat public-privé, elles visent à améliorer la coordination entre les acteurs privés et faciliter leur coopération avec les acteurs publics. Plusieurs alliances industrielles ont d'ailleurs été créées ces dernières années dans le domaine des plastiques recyclés en 2019, de l'hydrogène propre en 2020, des matières premières critiques toujours en 2020, des processeurs et semi-conducteurs en 2021, pour le développement d'un avion à hydrogène en 2022, ainsi que pour les carburants alternatifs en 2021. Pensez-vous qu'elles contribuent au renforcement de la souveraineté industrielle européenne, qu'elles permettront d'atteindre l'objectif de double transition de la politique industrielle de l'Union européenne, celui vers la neutralité climatique et celui vers le leadership numérique? Enfin, je voulais aussi aborder la proposition relative au fonds de souveraineté. J'ai bien noté vos divergences de points de vue sur son périmètre, et je ne doute pas que vous nous en direz 2 mots. Et c'est donc plutôt à M. Masséglia que s'adresse la question pour à la fois qu'il nous détaille autant que faire se peut le mécanisme envisagé et qu'il nous dise ce que pourrait être la nature de ses futures ressources. Merci je vous remercie. beaucoup. Vous avez eu un peu plus de temps parce que vous avez eu un petit bug au démarrage. Merci, Monsieur le Président. Monsieur François, vous avez la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Monsieur le rapporteur, chers collègues. La notion de souveraineté industrielle européenne est devenue un enjeu central pour les pays membres de l'Union européenne, alors qu'ils ont dû faire face à une succession de crises importantes, que ce soit la crise sanitaire ou encore depuis plus de 2 ans la guerre en Ukraine. Les élus du Rassemblement national continueront à soutenir la coopération industrielle et technique sur les grands projets d'avenir, notamment d'intelligence artificielle ou encore l'aérospatiale. L'Europe que nous proposons sera celle de la coopération industrielle et des grands projets pour les États membres et sur notre continent. Au Parlement européen, nos élus se sont opposés et continueront de le faire dans les prochaines années aux ingérences européennes en matière de souveraineté des nations dans l'Union européenne, pendant que la Macronie se félicite des investissements chinois en France, en recevant d'ailleurs en grande pompe Xi Jinping par exemple. L'Europe que nous souhaitons garantira le respect des souverainetés nationales et des peuples. Les Français continuent à subir l'abandon progressif par la Macronie et la Commission européenne technocratique, en voulant une dilution des souverainetés de nos pays dans une Union européenne qui est centralisée. L'Union européenne n'a d'ailleurs pas de vision stratégique en matière industrielle et ne souhaite absolument pas nous protéger face aux politiques agressives des nouvelles grandes puissances mondiales.
Ce rapport met en lumière les enjeux auxquels l'Union européenne a dû faire face pour s'émanciper de ses dépendances dans le secteur stratégique, ce qui est loin d'être abouti, comme on peut tous le constater et comme votre rapport l'indique également. On constate dans ce contexte que l'homogénéité au sein de l'Union européenne est une vision qui reste très abstraite, qui n'existera jamais au sein d'une union dans laquelle les souverainetés industrielles des États membres ne seraient pas respectées. Comme l'a très justement rappelé ma collègue Yael Ménach, la politique de soutien aux industries devrait privilégier l'échelon national, et c'est en France que l'on devrait constituer un vrai fonds souverain pour contribuer au financement de la transition écologique, par exemple. Je souhaiterais donc savoir, Madame et Monsieur les rapporteurs, comment proposez-vous de garantir que les initiatives visant à renforcer la souveraineté industrielle de l'Union européenne respectent et préservent les souverainetés individuelles de chaque État membre, et en particulier en ce qui concerne le contrôle national sur les industries stratégiques et les politiques industrielles locales. Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Marietta Caramanli pour le groupe socialiste et pour 3 minutes. Merci, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les rapporteurs. Merci tout d'abord. Je vous remercie beaucoup pour cet important travail qui interroge de façon pratique et opérationnelle la souveraineté industrielle européenne. Mon groupe socialiste apparenté pense effectivement que développer la souveraineté européenne, enfin industrielle européenne, implique de réunir 3 objectifs. D'abord, faire du marché intérieur un outil géopolitique, parce que les crises sanitaires et énergétiques ont démontré nos déficiences en matière de production de certains produits et composants dus au fractionnement des chaînes de valeur entre plusieurs pays, rendant justement impossible toute souveraineté industrielle. Donc, il faut effectivement que cet outil géopolitique, par son attractivité, puisse finalement servir ce marché intérieur de l'Union européenne dans ce sens-là. Accroître aussi la production, et il convient de trouver aussi désormais des débouchés à un certain nombre de technologies innovantes qui ont eu lieu aujourd'hui au sein de l'Union et qui possèdent donc un leadership, par exemple, en matière de recherche, de développement, mais qui peinent encore à les traduire en biens et services industriels. Enfin, le 3e objectif, c'est d'investir massivement dans les ressources humaines, parce qu'en fait, l'accroissement des capacités de production fixées par l'Union européenne ne pourra être atteinte que si l'on investit massivement dans les ressources humaines pour pouvoir finalement faire face. Alors, moi, j'aurais peut-être 2 observations et une question. Ma première observation est qu'il faut une réflexion pour définir ce que sont les secteurs produits, composants stratégiques pour l'Union européenne, et pour déterminer de nouvelles règles aussi d'investissement dans l'Union européenne avec 2 guidances, la sécurité au sens large de l'Union européenne et la réciprocité du pays investisseur avec la création justement de joint venture avec par exemple un acteur européen et un pourcentage minimum de détention supérieur à 51% et ou l'interdiction d'opérer dans certains secteurs stratégiques. Ma deuxième observation est que dans votre rapport rend compte de ce paradoxe que les pays européens ne peuvent innover que s'ils produisent un minima et que la formation et la ressource humaine des compétences et techniques doivent aussi être assurées sans dépendance vis-à-vis de l'extérieur. Enfin, je pense aussi que sur ce 2e point, c'est ma question, pensez-vous qu'on puisse aller plus loin et que les recommandations habituelles visant à développer des initiatives, certes intéressantes, mais limitées, je pense, aux stages de découverte ou aux organisations dédiées à certains pans de l'industrie, et qu'il faudrait peut-être aller vers des parcours de compétences qui valorisent et reconnaissent les salariés de l'industrie, d'une part, mais aussi des Erasmus industriels pour des jeunes et des moins jeunes. Voilà à la fois mes observations et quelques questions, peut-être propositions que nous souhaitons porter à votre connaissance. Merci beaucoup. Nous avons fini avec les orateurs de groupe. Il y a encore une demande de prise de parole de Thierry Mariani. Merci, messieurs les rapporteurs. Votre commission s'était penchée dans un rapport de Thibault François et de Christopher Weisberg sur les sanctions internationales. Vous avez mentionné dans votre rapport l'extraterritorialité du droit, essentiellement du droit américain, et des menaces et de l'implication qu'il faisait peser sur notre souveraineté industrielle. Ma question, c'est qu'est-ce que vous proposez de concrètement pour qu'on puisse, je n'ose pas dire mettre fin, mais au moins contrecarrer ce genre d'influence qui, et c'est pas nouveau, ça ne date pas du gouvernement ni du président actuel, mais qui de plus en plus gêne nos entreprises, les pénalise et par moments les sanctionne durement. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs les rapporteurs, vous avez la parole.
merci. Je vais essayer de faire rapide et je vais quand même essayer de répondre à chacun des intervenants. D'abord, concernant Stéphane Buchou, merci pour vos propos. Vous abordez deux sujets, les alliances industrielles entre le public et le privé et en fait le fonds de souveraineté. Je pense qu'on peut grouper les deux dans une réponse. Rappelez que le rapport, on l'avait écrit avant le discours de la Sorbonne 2 du président Macron. Et je suis extrêmement content que le président Macron ait eu le temps peut-être d'en prendre connaissance en amont pour faire ses propositions lors du discours de la Sorbonne. Laissez-moi espérer, je n'y crois pas, mais on voit qu'il y a des points communs. Le président Macron, dans l'une des propositions du discours de la Sorbonne 2, met en avant l'importance d'investir massivement dans la recherche, le développement et l'industrialisation, ce qui est un peu une faiblesse de l'Union européenne. Je l'ai dit tout à l'heure dans mes propos, on est très bon dans la formation de nos chercheurs et on est un peu plus en difficulté pour industrialiser et donc monétiser les productions industrielles de nos chercheurs. Et dans ce cadre-là, il faut donc investir massivement. Le président Macron, je parle de mémoire, mais je crois qu'il estime entre 650 et 1000 milliards d'euros à investir chaque année en Europe pour répondre aux besoins. Je vais prendre des propos qui ne sont pas les miens, qui sont celles d'une sénatrice Les Républicains qui disait qui pointait le fait que sur l'intelligence artificielle, les États-Unis, c'était à peu près entre 40 et 50% de l'investissement mondial, la Chine environ 35%, je vous laisse calculer le reste. Et soit on fait une stratégie israélienne de cibler nos investissements, qui n'assure pas une souveraineté complète, soit on décide collectivement d'investir pour défendre notre souveraineté globale. Je souhaite juste à répondre aussi sur votre sujet sur le financement. Aujourd'hui, on a un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières qui est mis en œuvre, qui est principalement sur des outils, ou du moins des matières premières, mais pas sur les produits finis. Je crois que là-dessus, c'était d'ailleurs présent dans le rapport, mais je crois qu'il faut aller beaucoup plus loin. Il me semble qu'au moins sur cet axe-là et sur d'autres axes, il est nécessaire de taxer la pollution aux frontières de l'Union européenne par rapport à des entreprises qui ne respectent pas nos normes pour pouvoir financer justement des entreprises qui respectent nos normes. Est-ce que les sommes seront suffisantes? Je laisse l'Union européenne faire les calculs et avancer, mais il me semble que ça doit être l'une des possibilités quant au financement. Monsieur François, je vais reprendre votre phrase « respect des souverainetés nationales et des peuples ». Moi, j'écoute avec beaucoup d'attention vos propos, et ils sont peut-être valables il y a quelques dizaines d'années. Le monde a évolué, les besoins de financement pour rester à la pointe et assurer notre souveraineté ont évolué. Je reviens sur les propos, le président Macron estime qu'il faut entre 650 milliards et 1000 milliards d'euros d'investissement par an. Alors, on va prendre un cas très précis, l'intelligence artificielle. Notre collègue député, qui était membre de la majorité sous le président mandat, Cédric Villani, a mis en place un plan d'investissement pour l'intelligence artificielle. 1,5 milliard d'euros sur 5 ans. C'est un investissement massif pour les entreprises françaises. Les GAFA, certains, c'est entre 15 et 20 milliards d'euros par an de recherche et développement sur l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on a besoin de mettre en place des financements dont nous n'avons pas les moyens individuellement. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut sacrifier notre souveraineté, mais la souveraineté française passera par un accord avec d'autres pays de l'Union européenne et par rapport à une stratégie globale. Aujourd'hui, il y a deux pôles économiques extrêmement importants dans le monde. Les États-Unis, qui sont nos alliés, mais qui ne sont pas nos amis, et la Chine, qui sont ni nos amis, ni nos alliés. Nous devons trouver une solution indépendante, une place entre la Chine et les États-Unis. On ne le fera que collectivement, parce qu'individuellement, la France est un grand pays dont la taille du marché n'est pas suffisante. Et je reviendrai sur les propos de Mme Carmody après, parce que
je trouve que dans les propos d'Anne Caroli, on pointe, à mon avis, l'un des points principaux pour pouvoir accompagner la France pour garder sa souveraineté. Ben justement, Madame Caroli, on est par rapport à vous. Donc, vous avez abordé le sujet, je reprends vos mots, marché intérieur qui est un outil géopolitique. Il me semble que c'est le point clé aujourd'hui de l'Union européenne. Un cas précis. Si demain nous voulions mettre la pression à une entreprise telle que Google, pour ne pas la citer, ou Amazon ou Facebook, je vais en dire plusieurs. Quelle est notre capacité de faire fléchir ces entreprises-là? Si nous, demain, on dit à Google, si vous n'êtes pas d'accord avec nous, on vous coupe l'accès au marché français, ce n'est pas suffisant pour leur mettre la pression. Si demain, on dit, on vous coupe l'accès au plus grand marché mondial, alors on rentre dans un rapport de force qui nous permettra de négocier. Et l'Europe, elle doit se transformer, non pas pour imposer sa vision à ces deux géants dont je parlais, la Chine et les États-Unis, mais pour défendre ses intérêts. Pas par un repli sur soi-même, mais par, et vous l'avez dit, une réciprocité. Il n'est pas acceptable aujourd'hui, en aucun cas, que les règles des entreprises françaises soient pas les mêmes que les entreprises chinoises. Nous ne pouvons pas vendre certaines prestations en Chine, alors même que les entreprises chinoises peuvent vendre en France. Ce n'est pas acceptable. On ne doit pas rentrer dans une guerre telle que Donald Trump a pu le faire par le passé, de je rajoute une couche et je veux être dans le conflit commercial. On doit juste mettre en place une réciprocité. Vous parlez d'accroître les débouchés. Oui, en fait, c'est le marché européen qui permettra d'accroître les débouchés si on s'assure que la concurrence soit juste, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui par rapport aux entreprises chinoises ou américaines. Il faut se le dire. Les entreprises européennes, les entreprises françaises ont aujourd'hui sur le marché européen parfois des freins parce qu'elles n'ont pas de subventionnement comme peuvent l'avoir principalement des entreprises chinoises. Et vous parlez enfin d'investir massivement dans les ressources humaines. Et vous avez plein, vous dites, que pensez-vous peut-être faire de la formation à l'échelle européenne dans l'industrie? Et ça existe déjà. Ça existe déjà et ça n'existe pas d'aujourd'hui. Je connais un jeune député de Maine-et-Loire qui est en face de vous, qui en 2005 est parti en Angleterre avec un financement européen dans le cadre d'un apprentissage dans l'industrie. Donc ces 12 outils aujourd'hui, ils existent. Néanmoins, ils ne sont pas suffisamment connus et pas suffisamment poussés. Et je partage avec vous, il est nécessaire d'accompagner de plus en plus des échanges entre les pays pour quelque part permettre à chacun de progresser, de travailler ensemble, parce que l'avenir de l'industrie française, elle n'est pas en opposition à l'industrie allemande ou à l'industrie italienne. Il faut qu'on travaille ensemble pour pouvoir assurer une souveraineté de nos entreprises dans l'avenir. Oui, les Allemands et les Italiens sont des concurrents aux entreprises françaises, ne nous mentons pas. Mais je pense qu'on a plus de capacité à construire des projets tels qu'Airbus avec nos voisins allemands qu'avec les États-Unis ou la Chine. Enfin, je rappelle, les États-Unis, tout le monde dit avec Donald Trump, c'est devenu un pays avec lequel les relations commerciales sont compliquées. Enfin, l'extraterritorialité des normes américaines, des lois américaines, c'est les démocrates qui les ont développées. Ne l'oublions pas. Je rappellerai ces propos d'un président. Si je vous dis le dollar, c'est notre monnaie, c'est votre problème, tout le monde me dira c'est Trump. Non, non, c'est sous Nixon dans les années 70. C'est-à-dire que les États-Unis, ce sont nos alliés. Là, il n'y a pas de sujet. Mais ils défendent leurs intérêts personnels. Et c'est vrai aujourd'hui, c'est vrai hier, et ça sera vrai demain. Donc, parfois, on peut avoir des désaccords avec nos voisins allemands, italiens, espagnols et autres. Mais l'alternative aujourd'hui à la dépendance à la Chine ou aux États-Unis, elle passe que par la construction d'une Europe forte pour défendre nos intérêts. Il n'y aura pas de France forte dans l'avenir sans une Europe forte. Ceux qui vous font croire que c'est en se repliant sur soi-même, en étant capable d'investir des centaines de milliards d'euros pour défendre nos entreprises, mentent. Ils font espérer aux Français une industrie qui ne pourra pas se développer en France. Et je le dis clairement,
Si demain on veut développer l'industrie en France, si demain on veut créer de l'emploi en France, alors il faudra le faire avec nos alliés européens, même si parfois on peut avoir des désaccords. Et le désaccord n'est pas un problème, il faut être capable de le définir et d'avancer ensemble. Enfin, M. Mahani, sur l'extraterritorialité du droit américain, j'ai abordé rapidement le sujet. Je n'ai pas de doute que déjà les actions qui ont été mises en place par notre collègue par le passé, Raphaël Gauvain, il a mis en place certains outils qui sont d'ailleurs présents dans le rapport, sont intéressants. Et je n'ai surtout aucun doute quant au fait que le Rassemblement national poussera la proposition qui est faite dans le rapport concernant la mise en œuvre de ce qu'on appelle le legal privilege, cette capacité qu'ont les entreprises d'avoir un juriste à l'intérieur. Bien sûr que c'est un rapport, ça permet de pouvoir protéger la transmission d'informations. Mais si vous le souhaitez, les éléments sont présents dans le rapport à la page 68, je crois, de mémoire. Coupez-moi si je dis 68, 67, 69, un truc comme ça, où on aborde le sujet de l'importance de mettre en place des outils pour protéger nos entreprises quant à l'extraterritorialité des lois américaines. Et pour finaliser, mais je suis très heureux de voir que mes propos vous réveillent, et pour finaliser, je vais conclure en disant que finalement, la meilleure des stratégies concernant l'extraterritorialité des lois américaines, c'est la réciprocité. Je n'ai aucun problème personnellement à mettre une extraterritorialité des lois européennes. L'entreprise qui utilise du dollar, de l'euro, pourrait demain se retrouver rattrapée. Ça ne me pose aucun problème. Je laisse la parole à ma co-rapporteure. Merci, chers collègues. Alors, je vais essayer d'apporter une réponse un peu globale à tout le monde, qui sera forcément différente de celle de mon co-rapporteur. En effet, depuis 2020, avec la crise Covid, on s'est aperçu que l'Europe, et plus particulièrement la France, était extrêmement dépendante de la Russie, mais aussi de la Chine et des États-Unis. Moi, ce qui me choque, c'est que nous avons un président de la République qui aujourd'hui nous dit qu'il faut arrêter d'être dépendant, que nous devons être plus indépendants, ou l'Europe doit être plus indépendante, puisqu'il est très, très européiste, et qui, de l'autre côté, reçoit le président de la République de Chine comme si c'était, excusez-moi du terme, mais Dieu. Il était reçu en grande pompe. D'ailleurs, au-delà du président de la République de Serbie, avec lesquels, à mon avis, on a beaucoup plus d'intérêt. Mais soit. La Chine, aujourd'hui, et la Russie sont quand même des ennemis de la France, et plus particulièrement de l'Europe. Nous sommes dépendants d'eux, et nous devons impérativement trouver des solutions pour ne plus être dépendants de ces pays. À mon sens, l'Europe ne peut être forte qu'en ayant des États-nations forts. On ne peut avoir une Europe forte qu'avec des souverainetés nationales, avec des pays membres qui vont être forts, qui vont conserver leur souveraineté et ne pas vendre leur identité, ne pas vendre leur souveraineté, en fait, tout simplement, à l'Union européenne. On ne peut pas laisser l'Union européenne prendre des décisions pour des autres pays dans lesquels ils ne sont pas. Et je vais prendre l'exemple de ma chef de groupe qui l'a dit très simplement. Dans le cadre d'une copropriété, on ne peut pas prendre des décisions sur comment les gens doivent vivre chez eux. C'est exactement ça. Donc oui, on a une Europe, elle existe, elle est là, on ne peut pas faire sans. Mais nous devons d'abord avoir des pays, des nations qui doivent être fortes, qui doivent être souveraines et avec lesquelles on va pouvoir fonctionner les uns avec les autres. Pour moi, c'est la seule façon de fonctionner et c'est la seule et unique manière de pouvoir avoir une Europe et une souveraineté industrielle forte. La France, elle est en retard sur le développement de l'intelligence artificielle.
elle est en retard sur la cybersécurité. On doit renforcer notamment à l'Asie, je reviens dessus, parce que l'Asie a développé une cybersécurité bien au-delà de la nôtre, et nous sommes vraiment, vraiment très en retard. Et la plupart des personnes que nous avons pu auditionner lors de ce rapport ont mis le doigt dessus à plusieurs reprises. Si la France n'a pas une offensive réelle face à une guerre aujourd'hui qui est complètement différente de celle qu'on a pu connaître avant, c'est-à-dire une guerre de cybersécurité, en réalité, si on n'a pas une offensive simple, nous n'y arriverons pas. C'est très clair. Et aujourd'hui, la France ne pourra pas fonctionner si elle ne développe pas des moyens financiers conséquents pour cette cybersécurité, cette intelligence artificielle, avoir une véritable offensive. Et il n'y a que comme ça que ça peut fonctionner. Il faut, à mon sens, et ce propos n'engagera que moi, je pense que pour faire face à un front qui est très clair aujourd'hui, qui est la Russie, la Chine et aussi les États-Unis, l'Europe ne pourra pas fonctionner si nous ne décidons pas de travailler avec certains pays d'Afrique. Aujourd'hui, au niveau géographique, on n'a pas exploité l'entièreté du territoire, mais on est quand même, et on l'a vu dans la plupart des auditions que nous avons faites, on est assez limité. Et on va avoir besoin, effectivement, pour renforcer une souveraineté industrielle, qu'elle soit nationale ou européenne, on va avoir besoin de développer, effectivement, avec certains pays d'Afrique, des engagements, des échanges. Et je pense que c'est la seule manière, et ça va être la seule façon de pouvoir faire front aujourd'hui à des pays comme la Chine et la Russie qui, effectivement, nous dévastent complètement et prennent une importance énorme, surtout en France, et détruisent notre industrie. Autre chose, je voudrais revenir sur la formation. Effectivement, je pense qu'il est important, en tout cas moi dans ma circonscription, c'est quelque chose que je fais au quotidien, il est important de revaloriser les métiers de l'industrie. On a trop souvent eu un rapport avec ces formations de l'industrie un peu trop péjoratives, et on ne les a pas suffisamment exploitées. Aujourd'hui, on se retrouve avec des industries en France qui manquent de main-d'œuvre parce que justement, ça n'a pas été exploité correctement. Et donc, je pense qu'effectivement, il y a un gros travail au niveau national et français sur ce point de développer la main-d'œuvre industrielle pour pouvoir être beaucoup plus fort. Voilà, je pense avoir, en tout cas, du mieux que je pouvais, répondu à vos questions. Bien, merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres demandes de prise de parole, je vous propose de publier ce rapport. S'il n'y a pas d'objection au sein de la commission, non. Je remercie nos rapporteurs pour leur travail et je vous propose de nommer encore un rapporteur sur un rapport d'information sur l'avenir du projet spatial européen après Ariane 5. Il s'agit de Manuel Bompard pour la France Insoumise et de Constance Le Grip pour le groupe Renaissance. S'il n'y a pas d'objection, il en est ainsi décidé. Prochaine réunion, mercredi 29 à 15h, examen de 2 propositions de résolution européenne relatives au statut d'association à but non lucratif transfrontalière. Pierre-Henri Dumont est le rapporteur. Et à la question des méga-camions et une politique de report modal vers le ferroviaire au niveau européen. Jean-Marc Zulesi en sera le rapporteur. Je vous remercie. Bonne fin de journée. Merci.